Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cegid. Et alors, on va rentrer là dans le détail. Et ce qui est très important, le terme de détail est très important, parce que la volonté là qu'on a, c'est bien de s'adresser aux PME, peut-être même aux TPE, j'en sais rien, mais en tout cas aux PME, parce qu'on va rentrer dans les détails de cette lame de fond, on pourrait presque dire une vague autour du cloud. Oui, c'est aujourd'hui plus d'efficacité, plus de productivité, plus de sécurité. Et on va tout vous raconter. Donc, autour de la table, dans cette première partie, Sylvain Mousse. Salut Sylvain. Bonjour Stéphane. J'ai oublié de noter ton titre. Chief Product Officer. Voilà. Deputy Chief Product Officer. Chief Product Officer de Cegid, au cœur donc de cette bataille pour le cloud, puisque c'est bien de ça dont on va parler. Denis Trottmann aussi nous accompagne. Bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Membre du comité exécutif de KPMG, en charge de l'expertise comptable. Qu'est-ce qui t'intéresse? Je vais démarrer avec toi Denis. Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui dans cette histoire de cloud? Est-ce qu'il y a besoin de le définir encore? Est-ce qu'il y a besoin de faire de la pédagogie autour du cloud? J'espère plus, je veux bien le faire s'il faut le faire. Mais Allez, très rapidement au cas où quand même. le cloud, c'est la capacité à offrir à des entreprises ou des particuliers des services auxquels on s'abonne et qu'on consomme autant qu'on veut. Donc c'est totalement mutualisé, totalement virtualisé et totalement élastique. Et je peux le consommer le jour, la nuit, en déplacement, à l'étranger, partout dans le monde. C'est ça, c'est le cloud. Et alors ça a juste très rapidement aussi plusieurs impacts. C'est-à-dire que le premier élément, ce qui inquiète, mais justement, je vous poserai la question, ce qui inquiète, c'est si l'ensemble de mes données sont dans le cloud, mon Dieu, je ne sais plus où elles sont, mon Dieu, elles risquent de disparaître. Alors, en général, les bons acteurs sérieux disent où elles sont. Il faut le faire. Il faut dire mes données sont dans tel endroit, parce qu'il y a des aspects, on pourra y revenir, de législation qui sont associés à la territorialité des données. Et par ailleurs, les acteurs du cloud, maintenant on sait qui sont les bons, sont capables d'offrir un niveau de garantie sur la protection des données que la plupart des entreprises, y compris des grandes d'ailleurs, ne sont pas capables d'offrir elles-mêmes. Donc, il faut faire confiance aux gens du cloud sur la protection des données. Et tu sais, Sylvain, il y a une image, moi, que me donnait un professionnel du cloud, mais il y a plusieurs années. Quand on lui disait ça, il disait « Ah, mais bien sûr, et d'ailleurs, votre argent, il est sous votre matelas. Hein. Il n'est pas à la banque. Bien sûr, il n'est pas à la banque. » Je crois que l'image fonctionne, non? C'est de la même façon que la sécurité de notre argent, c'est la banque qui l'assure. J'ai beaucoup passé de temps sur ce sujet, et quand je rencontrais des gens qui me disaient le contraire, je disais « On ne va pas faire ça en public. On va s'isoler tous les deux, je vais vous poser 3 questions, et normalement, à la 3e, vous rentrez chez vous en courant pour voir ce qui se passe sur vos données. Et vous allez signer avec nous, c'est sûr. » Voilà. Tu les as en tête, les questions? Est-ce que tu donnes? J'ai envie de les connaître, les questions. Quelle est la dernière fois que vous avez essayé de réutiliser une sauvegarde de données? Parce que tout le monde croit que les données sont sauvegardées dans les infrastructures on-premise. On-premise, c'est sur site. Hein. Oui, donc au mieux, elles sont sauvegardées, ce qui est déjà, dans beaucoup de PME... Et ensuite, est-ce qu'on a essayé de les réinstaller? La plupart du temps, on n'a jamais réessayé. Donc la première fois qu'on réessaye, ça ne marche pas. Et donc les données... Et donc il y a beaucoup de petites boîtes qui se sont fait, par exemple, hacker et qui n'ont pas pu redémarrer parce qu'elles avaient bien des sauvegardes. Mais ces sauvegardes n'étaient pas utilisables, elles étaient partielles, elles étaient trop anciennes, et donc ça ne servait à rien. Et donc les grandes... Pour la question de la sécurité, c'est devenu tellement complexe. Il faut beaucoup de moyens pour avoir les compétences, l'organisation, les outils, pour être capable d'offrir et la résilience et la protection nécessaire face aux menaces globales de sécurité. Et donc, c'est un des avantages premiers du cloud, et c'est un des avantages qui va encore grandir. C'est-à-dire on parle de la pandémie du virus de Covid, mais il y a une autre forme de pandémie qui sont les attaques virales, puisqu'elles sont mondiales. Mais au-delà, Sylvain, au-delà de la sécurité, il y a un autre élément qui est, alors je vais le dire avec mes mots à moi, mais la puissance de calcul. C'est-à-dire que le cloud, finalement, vous permet d'avoir simplement la puissance dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, et de ne pas, en fait, surdimensionner des équipements qui ne vous serviront que peut-être une semaine dans l'année. Oui, il y a 2 avantages à ça. Il y a un avantage opérationnel, c'est-à-dire j'ai un surcroît d'activité. Je suis dans une infrastructure élastique, donc je sais faire face
mon business marche bien, ça s'accélère plus vite que prévu, j'ai pas besoin de réfléchir pour savoir comment dimensionner mes moyens, c'est élastique. Et donc ça, c'est un premier avantage pour les gens qui créent. Pour les entrepreneurs, c'est fondamental. Et le deuxième, c'est que je maîtrise mes coûts, puisque le coût est indexé sur le volume. Et donc, je peux dire si mon business augmente de 25% cette année, alors que j'avais prévu que 10%, voilà ce qui va m'arriver. Alors que quand on est sur un modèle économique d'investissement, à quel moment je dois changer mon truc, etc. Et donc, ça, c'est des choses... Ça, c'est ce qu'on avait appelé ça, nous, la saison 1 du cloud. C'est-à-dire, ces avantages-là, ça se transforme en avantages métiers. Ouais. Pour les entrepreneurs, quel que soit le métier. Je vais pouvoir mieux faire mon métier parce que j'ai réglé des problèmes techniques que moi, PME, je ne savais plus trop faire. Restons sur la saison 1 avant de basculer à la saison 2. La saison 1, donc je me tourne vers Denis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez des PME, KPMG, autour de ces affaires d'expertise comptable? Est-ce qu'aujourd'hui, cette saison 1, comme le dit Sylvain, elle est comprise et adoptée? Alors, peut-être effectivement. Alors, chez KPMG, je rappellerai qu'on a 4 métiers. Donc, effectivement, on a les métiers plutôt d'advisory et d'audit qui adressent le cloud à travers toutes les opérations de transformation digitale pour les grands comptes. Pour effectivement plutôt les TPE, donc la partie expertise comptable que je représente aujourd'hui. En fait, l'histoire du cloud chez nous, elle a commencé en 2012-2013. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, et ensuite on a poursuivi l'aventure avec Cegid, qui était d'adopter la technologie du cloud pour nos outils métiers. Ouais. Pourquoi on avait fait ça à l'époque? On voyait bien que c'était la technologie, et je pense qu'on était relativement en avance, que c'était la technologie qui allait nous emmener vers le monde de demain. Ça nous a donné, parce qu'on a 200 représentations sur le territoire, ça nous a apporté beaucoup plus de flexibilité en termes d'infrastructure, ça nous a beaucoup plus rapprochés et ça nous a surtout ouvert le champ des possibles sur les solutions collaboratives. Auparavant, les outils qu'on utilisait, c'était plutôt des outils dédiés au cabinet dont les clients ne savaient pas faire grand-chose. Avec le cloud, ça nous a permis d'ouvrir vers des solutions collaboratives. Et ensuite, effectivement, c'est ça qu'on a réellement... Solutions collaboratives, ça veut dire que, je vais le dire comme ça, le cabinet d'expertise comptable est en fait accessible en permanence aux clients. D'une part, mais surtout le client utilise le même outil que le cabinet. Auparavant, le client avait son outil, le cabinet avait le sien. Et il fallait effectivement échanger des clés USB, peut-être même des disquettes par le passé. Maintenant, l'information, elle est disponible. Chacun utilise le même outil. Pas les factures dans la boîte à chaussures. Hein, voilà. C'est ça. Et effectivement, chacun utilise le même outil. On fait l'usage sur la partie sur laquelle il est le plus qualifié. Et effectivement, on est en temps réel. 24 heures sur 24, ça nous permet effectivement d'utiliser chacun en fonction de ses besoins. Enfin, vous mesurez en permanence, j'imagine, les gains de productivité que vous faites avec cette solution. Et vos clients, à vous, les mesurent aussi en permanence? Tout à fait. On les mesure et je crois que ce qui est important de dire, après effectivement une période de démarrage dans les années 2014-2015, je crois que la pandémie aussi a vraiment donné le booster ensuite. Je pense qu'on a vraiment accéléré. Je pense que sans le cloud, mars 2020, je ne sais pas, quand on a un petit peu les statistiques de la profession, 15% de la profession était dans l'impossibilité de fonctionner parce qu'on était encore sur des solutions d'infrastructures anciennes. Avec le cloud, effectivement, on était tout à fait, du jour au lendemain, on a pu basculer nos 4000 collaborateurs de nos bureaux à chez eux. Et vos clients PME, est-ce qu'eux, ils sont convertis justement? Ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu réticents? Parce que la comptabilité de la boîte, c'est pas anodin quand même à laisser comme ça partir aujourd'hui dans les nuages digitaux. C'est, je dirais, work in progress. Je pense qu'effectivement, alors nous, on s'occupe plutôt des outils au cœur de la gestion comptable et financière de l'entreprise. Ensuite, effectivement, l'adoption de ces outils, elle a beaucoup avancé sur ces dernières périodes. Ensuite, il y a également des outils métiers, lorsqu'on est dans les différents secteurs d'activité. Et je dirais l'adoption, elle est un peu plus lente. Et je pense que ce qui va être un petit peu accélérateur, parce que ce que permet ces outils maintenant dans le cloud, c'est une interconnexion beaucoup plus forte. Auparavant, il fallait brancher 2 systèmes. Aujourd'hui, ça se fait de manière beaucoup plus simple. Mais justement, on va voir ce que disent les clients. Sylvain, justement, restons sur cette saison 1. C'est quoi les demandes des clients aujourd'hui auprès de Cegid? L'agilité. C'est-à-dire, la pandémie, d'autres phénomènes comme ça, on a le besoin d'aller vite, de pouvoir décider vite, de pouvoir prendre une décision et la rendre opérationnelle rapidement. Je pense
parce qu'on s'est rendu compte qu'il survenait des choses qu'on n'avait absolument pas prévues, et il fallait trouver des réponses pragmatiques, efficaces. Et donc, il faut que nos produits intègrent ça, et c'est une des qualités de ce qu'on fait dans le cloud, c'est de pouvoir interopérer, interagir, augmenter sa souscription, la réduire, changer, etc. Et donc, agilité. C'est le point, c'est l'agilité. Et l'interrogation, la question qui va en face, c'est la dépendance ou la souveraineté. C'est-à-dire, je m'abonne à des gens, on a pris l'habitude avec son téléphone, et il y a une peur de dépendance. Je suis un peu ficelé, quoi. Et comme derrière cette question de ça, il y a une question qui est relative à la souveraineté des données, cloud souverain, ces questions, où est-ce que sont mes données, les questions avec les États-Unis, toutes ces questions-là. Et donc, il y a d'un côté, on se rend compte que ça permet d'aller plus vite, de ne pas se poser tout un tas de questions, d'aller très vite. Puis en face, on se dit, oui, mais est-ce que, en prenant cette capacité à être d'un seul coup très agile, je ne me suis pas rendu finalement dépendant, et donc j'ai perdu, en quelque sorte, c'est l'agilité que je viens de gagner. Hein, ça serait ça le point. Parfait. Comment tu réponds à cette question ah oui, mais tu as dit tout à l'heure, le bon opérateur de cloud, il dit à ses clients où sont les données. Oui, mais alors, nous on dit, par exemple à nos clients experts comptables, les données sont en France. On a des clients dans le retail chez Cegid, hein, tu le sais, ouais. Et on a des points de delivery en accord avec Microsoft dans le monde entier, à San José en Californie, à Singapour, en Chine, en Irlande, et puis aussi en France. Et là, on a besoin d'être dans ces pays-là pour servir les clients dans ces endroits-là. Mais on dit toujours où se trouvent les données. C'est important parce qu'il y a des lois, c'est pas la même chose. Bon, en Europe, il faut le dire, il y a une très grande avancée que le RGPD. L'Europe, c'est un règlement. Ça peut paraître sophistiqué. Franchement, c'est une super loi, le RGPD. C'est-à-dire que c'est pas si difficile que ça à comprendre. Il n'y a pas un effort, une complexité insurmontable. Et ça protège très bien les données des entreprises et des individus. Et donc, c'est plutôt un outil pour avancer qu'un frein ou un empêchement. Tu as vu, il y a juste une petite question rapide sur l'actualité, où tu n'as peut-être pas vu, une rumeur, mais ça fait un petit moment qu'elle tourne, hein. Une rumeur que Facebook pourrait tout fermer en Europe, parce que, et en l'occurrence ça dépend de l'Irlande, hein, puisque les serveurs de Facebook sont installés en Irlande, parce que l'Irlande, et donc le droit européen, va leur interdire, alors non seulement d'héberger leurs données aux États-Unis, mais même de les envoyer aux États-Unis, quitte à les rapatrier ensuite. Toi, tu dis, c'est un sujet sur lequel l'Europe ne doit pas céder. C'est trop important. Bien sûr, parce qu'au fond, là, on n'est pas devant une compétition technologique. On est devant une compétition juridique. C'est une loi qui s'appelle le Cloud Act. Il y a eu le Patriot Act Bush Junior, après le 11 septembre. Puis il y a eu Obama. Non, pas Obama, Donald Trump, qui fait Cloud Act, qui sont des lois extraterritoriales qui autorisent les États-Unis à venir accéder à des données qui se trouvent en Europe. Il y a quand même des conditions. Hein, on ne peut pas le faire sous... Bon. Et donc, c'est une agression concurrentielle juridique. Se battre avec de la technologie face au droit, ça ne marche pas. Il faut que l'Europe, grâce au RGPD, qui est un très bon outil, se défende juridiquement. C'est ça qui, je pense... Saison 2, qu'est-ce que tu appelles la saison 2 du cloud ? On est allé dans le cloud. On a fait tous les gains métiers dont j'ai dit tout à l'heure, et on est devenu agile parce qu'on a réglé des tas de problèmes. Bon. Mais maintenant, une fois qu'on est dans le cloud, il y a des tas de trucs qu'on va pouvoir faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que le cloud a une puissance de calcul élastique. Et là-dedans, on va ranger le big data, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir faire en prenant toutes les données dont on dispose et en essayant d'en tirer profit, l'intelligence artificielle, avec la mise au point d'algorithmes qui vont nous permettre d'automatiser des traitements, d'identifier des anomalies, de prédire des choses. Enfin là, on peut beaucoup développer sur ce que permet de faire l'intelligence artificielle. Et l'interopérabilité dont je parlais tout à l'heure, puisque là, on est entre des applications qui sont toutes dans le cloud. Donc la capacité à interagir entre elles est vraiment facilitée. Donc la capacité pour les entreprises à se construire un système d'information qui leur convient, en prenant les bouts
qui leur conviennent chez les différents acteurs et leur permettra de faire ça vite. Voilà. Denis, c'est exactement... cette saison 2 alors Pour rebondir sur ce que dit Sylvain, c'est exactement effectivement ce que le cloud nous permet aujourd'hui. Je dirais, notre vocation, c'est l'utilisation de ces données pour les besoins des entrepreneurs. Donc effectivement, aujourd'hui, les différents outils, ça nous permet une très grande interconnexion. Ça nous permet d'avoir de la donnée en réel, de la donnée en temps réel, parce que justement, qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? C'est que les entreprises, effectivement, traitaient la donnée et ensuite d'autres personnes l'analysaient. Aujourd'hui, ça se fait en temps réel et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et donner de la donnée raffinée qui permet d'enclencher un vrai dialogue de gestion dans la conduite des entreprises. Et c'est sur ce terrain-là que nous sommes aujourd'hui et que l'interconnexion des outils permet effectivement d'avancer. Ça m'intéresse, dialogue de gestion. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble de ces outils permettent de faire de la gestion prévisionnelle, de prévoir mieux les éventuels incidents qui pourraient... Ça permet déjà de dire à notre entrepreneur où est-ce qu'il en est, où en est sa trésorerie, où il en est dans ses données de gestion. Et de manière beaucoup plus rapide que ce qui se passait avant. Ça permet de faire en temps réel. Avant, ça se faisait avec un certain temps de décalage parce qu'il fallait traiter ces données. Aujourd'hui, ça se fait en temps réel et ça permet effectivement de voir l'avenir et de prévoir l'avenir de manière beaucoup plus efficace. Les données vont circuler beaucoup plus vite. Jusqu'à présent, on était dans une vitesse de transport des données qui était encore, pour beaucoup, celle du papier. Tu le sais, la facture électronique arrive. Ouais. Et donc, les données, elles vont arriver au fur et à mesure. Les flux ne seront plus des flux asynchrones, mais les entreprises vont faire leur opération. Les factures vont être le résultat automatique des opérations. Et les factures, elles vont partir vers leurs clients, vers l'administration fiscale, de manière automatique. Et donc, si on n'a pas la capacité à aller à cette vitesse-là, on ne rendra pas le service que nos clients attendent de nous. Et donc, là, le cloud est absolument nécessaire, parce que sans ces moyens-là, toutes les technologies de conteneurisation, de microservices, les bonnes architectures qui nous permettent de faire ça très vite, on n'y arrivera pas. Et donc, on va accompagner un travail qui est aussi celui de la société en général, où les flux de données circulent, sont de plus en plus gros, de plus en plus hétérogènes et circulent de plus en plus vite. Et ont de toute façon un tel impact ensuite sur la gestion de l'entreprise qu'on ne peut plus s'en passer, quoi. C'est massif, donc on ne peut plus le gérer soi-même, et c'est indispensable, donc on ne peut plus s'en passer. Et on prend de meilleures décisions. Et on prend de meilleures décisions. De meilleures décisions, parce que cette donnée, si elle est effectivement, grâce à l'intelligence artificielle demain, effectivement permettra d'avoir une information beaucoup plus précise, contrôlée, et qui permettra aux chefs d'entreprise d'avoir effectivement, de prendre la bonne décision au bon moment. La facture électronique, ça va être le deuxième acte. Tu parlais du premier acte du confinement qui avait commencé à convertir un certain nombre de patrons de PME. Avec la facture électronique, là, il n'y aura plus le choix pour le coup. Ça va être l'accélérateur de tout ça. Je crois qu'effectivement, on est tous en train de se préparer aujourd'hui. On est dans cette phase un petit peu intermédiaire. On a déjà beaucoup d'outils qui fonctionnent très très bien, qui permettent de collecter toutes ces données. La facture électronique, ça sera incontestablement l'accélérateur et qui permettra de travailler tous avec effectivement des systèmes beaucoup plus communicants. Il va y avoir une saison 3 du cloud Est-ce que nous, on verra... Parce que ça va très très vite tout ça quand même. Je pense que la prédiction, la capacité de prédiction, pour moi, ça reste encore quelque chose qu'il faut démontrer. Parce que c'est compliqué de prédire. On peut faire qui arrive dans l'industrie avec ce qu'ils appellent la maintenance prédictive, etc. Voilà. Là, on sait prévoir des incidents, tout à fait. Des phénomènes très objectifs qui permettent de déduire. Mais il y a des choses, par exemple, dans tout ce qui touche aux ressources humaines, prédire les démissions dans les entreprises, c'est un enjeu. C'est pas si simple que ça à faire parce qu'on touche à des données qui sont objectives, les salaires, l'ancienneté, etc., puis des données subjectives. Les envies des gens, des choix personnels, etc. Et pourtant, les DRH dans les entreprises, c'est quelque chose qu'ils veulent pouvoir maîtriser. Surtout en ce moment, on a beaucoup de mal à recruter. Et donc, si je suis capable de prédire... Nous, on a déjà fait des tests. Mais je sais, tu m'en avais parlé. Donc, on sait... C'est un truc de dingue. On peut approcher ça. Mais en même temps, c'est difficile de dire à un DRH... Je vais savoir mieux que toi qui dans ta boîte va démissionner. Il le prend mal. Non, puis t'imagines le biais que tu crées. Donc, le biais dans la relation entre le DRH et ce salarié. Voilà. Donc il faut faire attention. Et donc il faut travailler sur
la pertinence, c'est-à-dire que il faut qu'on ait que la prédiction soit d'abord une question de pertinence. Si je sors que des... Par exemple, quand je monte dans ma voiture, elle me donne automatiquement, elle me dit le chemin pour aller au bureau, mais je m'en fous, je sais que je vais au bureau, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut que ça soit pertinent, que ça me donne une information que je n'ai pas forcément. Et ensuite, il y a une question de... Il faut que ce soit transparent. C'est-à-dire, il faut me donner le moyen de comprendre pourquoi l'algorithme me recommande telle chose. Parce que si je ne le comprends pas, jamais j'appliquerai cette prédiction, puisque je n'ai pas compris pourquoi on le faisait. C'est pour ça que ça me semble être une saison 3, parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur les données et lever des barrières psychologiques pour avancer. Là, oui, barrière psychologique réelle. Je ne sais pas si j'ai envie de savoir, moi, si les gars ont envie de démissionner ou pas. Non, mais je crois que peut-être pour illustrer ce que tu viens de dire, Sylvain, c'est que effectivement, on appelle ça, nous, le conseil digital humain. Je pense qu'on aura toujours une part d'humain, parce que, effectivement, je pense que aussi bonnes que soient-elles les données ou les systèmes, personne n'a prévu la pandémie. Et je crois que si on est effectivement dans nos termes de gestion financière ou de ressources humaines, je pense qu'il faudra effectivement toujours une part d'interprétation et de scénario qui feront partie effectivement de la touche humaine qu'il ne faut pas oublier et qui fait partie également du sujet. Vous ne serez pas remplacé par des robots, Denis. Merci. Merci pour ce message. Dernière partie de notre émission. Donc, la start-up du mois. Sylvain, donc tu nous as apporté Joséphine Delos, patronne de M-Work. Qu'est-ce qui t'intéresse ? D'une part, elle nous a rejoints dans notre programme Cegid Data Lab à la Station F. On vient d'accueillir 9 startups qu'on va accompagner pendant 9 mois. Et donc, on est très heureux d'avoir accueilli Joséphine avec son équipe. Et leur idée sur le travail hybride, alors il y a 2 types de fonctionnalités que je trouve super intéressantes. Comment on manage ça, des outils pour les managers. Et deuxièmement, comment je produis des datas autour de ça qui peuvent être très utiles à des tas d'autres sujets que le télétravail en tant que tel. Ah oui, tu vois le coup d'après. Enfin, déjà sur le télétravail, moi, Joséphine, je ne connaissais pas M-Work. Ouais. Mais c'est un coup de génie. C'est-à-dire, tu vas décrire ce que tu fais, mais donc, on décrit à longueur de journée une transformation fondamentale du travail et du rapport à l'entreprise. Et on croit que ça va se faire comme ça avec les outils d'il y a 6 mois. Enfin, c'est ça votre démarche, j'imagine. Exactement. Ouais, en fait, on parle beaucoup de travail hybride, mais en fait, le travail hybride, c'est extrêmement compliqué à organiser pour les entreprises, pour les managers, pour les RH et pour les collaborateurs. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé M-Work. M-Work, c'est une app aujourd'hui très simple où les entreprises fixent leurs règles de télétravail et leur organisation, et les collaborateurs viennent se positionner pour retrouver leurs collègues, retrouver de l'engagement et retrouver leurs équipes, tout en tenant compte de leurs contraintes personnelles. Et comme vous le disiez, nous, on va, avec notre technologie, garantir que toutes ces personnes se réunissent dans les meilleures conditions, et ensuite apporter la data pour que les entreprises puissent justement organiser leurs équipes et leurs bureaux de façon optimale et plus intelligente à l'avenir. C'est-à-dire, parce qu'on l'oublie bien, mais ça va être... Bon, sans doute les entreprises vont-elles chercher quand même à faire des économies de coûts autour de cette organisation du télétravail. Et donc, il y a déjà une organisation du bureau lui-même, physique, géographique en tant que lieu, pour être sûr que si je viens travailler ce jour-là, j'aurai de la place. Ça commence par là. Ça commence par là. Vos applications. Exactement, ça commence par là. Et puis, au-delà de savoir si on aura une place, c'est qui je vais retrouver. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir retrouver mon équipe et passer un moment collaboratif ? Autrement, autant rester à mon domicile. Et ensuite, comment effectivement on va pouvoir réinventer ces espaces, les réorganiser pour qu'ils correspondent aux usages de demain. Et que en fait, les entreprises, on le voit, celles qui travaillent avec nous, c'est des entreprises qui mettent leurs collaborateurs au cœur de leur organisation. Et donc, ça commence par effectivement réorganiser ces espaces, repenser son organisation. Mais attends, Joséphine, pour bien comprendre, il y a, je vais dire, une brique de Slack, voilà, on va dire comme ça, genre on se parle, on échange, ok, t'es libre, tel jour, etc. et tout. Ensuite, une brique de dans quelle salle on peut se réunir, est-ce qu'il y a ce qu'il faut, etc. Et ensuite, quoi ? Il y a une 3e brique sur l'efficacité de la réunion, c'est ça ? Ou la façon dont tout ça s'est passé, qui s'approcherait un petit peu de Klaxoon, par exemple, si on était dans l'environnement de travail ? Effectivement, déjà, nous, on s'intègre avec ces outils, ouais, notamment les outils collaboratifs et les outils RH, parce qu'on sait que c'est très important
important pour nos clients. Donc effectivement, on va pouvoir se coller aux usages existants en se mettant dans des Slack, des Teams, des calendriers et de l'autre côté des outils RH. Après, nous, ce qu'on va permettre, c'est vraiment très simplement de s'organiser sur son smartphone ou sur son ordinateur pour pouvoir justement retrouver les collègues qu'on a besoin de retrouver, que ce soit dans son équipe, dans une autre, pour créer des synergies et organiser justement cette façon de travailler plus facilement. Et alors, en termes de données à récupérer, vas-y, donc le deuxième stade, c'est Ouais. qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise, là, dans ces cas-là? Là-dessus, nous, ce qu'on veut apporter et qu'on apporte tous les jours à nos clients, c'est de l'intelligence sur ce qui est fait de leur bureau, de leur salle de réunion, de leurs espaces. Également, toute la partie expérience collaborateur, où on est aussi très content d'avoir pu rejoindre le CJ Data Lab pour creuser toute cette partie, suivre Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des petits sondages, des petits testings pour savoir s'ils apprécient? Aujourd'hui, ça se matérialise comme ça. Ouais. Demain, c'est aller encore plus loin en s'intégrant justement à d'autres outils sur les sujets, on en parlait souvent pendant la crise, mais de santé mentale, de risques psychosociaux, pour justement donner des clés aux managers et aux RH, parce qu'on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup d'espace, mais c'est aussi un sujet humain. Donc comment on fait pour que justement demain, on garantisse la meilleure expérience collaborateur en mode hybride? Sylvain, c'est elle qui va prévoir dans quelques années si tel ou tel collaborateur peut démissionner, c'est ça? On a des décisions à prendre sur... pareil. C'est certain qu'on a un sujet avec les locaux. Ouais, c'est clair. Si j'ai des décisions à prendre, comment on va objectiver ces décisions? Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ouais. Et donc, on a besoin de data, là. Et après, de les manipuler. Et après, de comprendre c'est quoi les rituels dans les équipes, combien de fois ils se réunissent, qu'est-ce qui se passe. C'est des datas dont on va avoir besoin pour manager mieux. Et donc, vraiment, l'idée, elle est top. Et nos managers, très important. Hein, ils sont décrit beaucoup, le fait qu'ils soient, et on le comprend, totalement perdus par ce qui est en train de se passer. Mais ça veut dire aussi qu'on s'inscrit juste très très rapidement dans une idée. On a tourné une page pour toi, Joséphine. On ne reviendra pas au monde d'avant, tout le monde au bureau 5 jours par semaine. Effectivement, et on ne reviendra pas au monde d'avant. Et en même temps, on a vu que le tout télétravail, c'était compliqué pour un certain nombre d'entreprises. Donc on se retrouve pour toutes les entreprises qui veulent recruter dans cette guerre des talents où ça devient un critère pour plus de 70% des cadres. C'est une question qui vient avant celle de la rémunération, la question du justement travail hybride. Donc en fait, si on veut recruter demain, attirer et garder des talents, on est obligé de s'adapter à ces nouvelles façons de travailler. Merci Joséphine, merci Sylvain, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Rebond en partenariat avec Cégide.